Salut tout le monde, c'est Pavel et le projet Mind de Cash et vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et le trading. Cette vidéo fait partie de votre catégorie préférée qui en général accumule le plus de vues sur ma chaîne. C'est la catégorie de portefeuille Mind de Cash où je vous parle des positions que moi j'ai prises pendant le mois dernier, le mois d'août 2020. Voilà, donc avant de commencer, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas la petite cloche pour être averti quand je publie des nouvelles vidéos, évidemment, s'inscrire, ça c'est sûr. Surtout, n'oubliez pas de mettre des likes pour les vidéos que je fais, parce que je délivre ce contenu gratuitement, j'essaye d'offrir un maximum de transparence, et pour que vous puissiez comprendre ma stratégie d'investissement en toute sa globalité. Pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, vous avez un lien en PayPal, vous pouvez faire une petite donation et ce n'est pas le montant qui compte, encore une fois, c'est vraiment le geste qui est très important pour moi pour me soutenir dans l'effort que je suis en train de faire. Voilà, donc au début de cette vidéo, chaque fois je fais un petit disclaimer, tout ce que je vais dire, ça ne concerne que moi, ce sont mes positions que moi je prends pour mon portefeuille personnel, ça n'est en aucun cas le conseil d'investissement. Principal but de cette catégorie de vidéos catégorie qui est très populaire, donc c'est juste de vous montrer la logique que j'applique dans le choix des actions, dans le choix d'un tel actif à investir. Ce n'est pas le but, ce n'est pas que vous repliquiez les positions que je prenne. Donc vous avez votre propre vision qui peut être différente à la mienne. Donc le but c'est que vous compreniez la logique globale. Après le choix des titres exacts, c'est à vous de voir. Et je vous rappelle également que tout le projet Mind the Cash, il se base, on va dire, sur 3 piliers principaux, sur l'analyse macroéconomique, ce qu'on fait dans les vidéos qui s'appellent Bourse Hebdo. Donc vous avez un lien sur la dernière vidéo que j'ai enregistrée la semaine dernière. Donc j'espère que je vais pouvoir, je serai un petit peu occupé cette semaine, je vais essayer de pouvoir enregistrer une vidéo hebdo aussi ce week-end, mais ce n'est pas encore sûr malheureusement. Donc ça c'est le premier pilier, c'est l'analyse macroéconomique. Le deuxième pilier c'est l'analyse fondamentale. On n'achète pas n'importe quoi, on achète des sociétés où il vaut la peine d'investir. Donc voilà, c'est ça le but. Donc on regarde les fondamentaux, on regarde les ratios, on essaie de comprendre qu'est-ce que cette entreprise fait et uniquement on investit dans ce que nous comprenons. Et enfin, le troisième pilier, nous regardons l'analyse technique afin de comprendre l'humeur du marché parce que les fondamentaux peuvent être beaux. Mais par contre, si le marché n'aime pas une action, ça veut dire qu'il y a une raison. Donc le marché, en tout cas le marché liquide, il a toujours raison. Donc on doit prendre en compte l'avis de Monsieur Marché, comme dit Benjamin Graham, le professeur de Warren Buffett dans son livre Investisseurs intelligents. Voilà, donc nous commençons cette vidéo parce que malgré ce que je dis dans mes vidéos hebdomadaires, effectivement je suis assez conservateur dans ces contextes actuels parce que évidemment je pense que les marchés sont très très hauts, les marchés sont très très chers. Par contre, ça va peut-être vous surprendre, je fais pas mal d'acquisitions en mois d'août, malgré mon opinion globalement largement surachetée sur les indices principaux. Mais la différence que moi j'achète, ce que j'achète et ce que j'ai dans le portefeuille, vous allez le voir, surtout si vous regardez, visualisez pour la première fois cette vidéo, vous allez voir que mon choix des actions est ciblé à des valeurs qui peuvent passer facilement la crise boursière si elle arrive. Je ne sais pas si elle arrive, même si je sais qu'elle arrivera un jour, mais je ne sais pas quand est-ce qu'elle arrive. Mais dans tous les cas, je n'achète très ponctuellement les actions que moi je suis confiant, avec lesquelles je peux passer la crise éventuellement. Voilà. Donc ça, c'est le but, en tout cas dans ma stratégie du moment d'investissement. Donc là, on commence à regarder mes positions une par une. Donc je commence cette vidéo par les nouvelles actions qui ont apparu dans mon portefeuille ce mois-ci. Et du coup, c'est une action, la première action que j'ai achetée, c'est AT&T. Donc AT&T, c'est une action que certainement vous connaissez, qui d'ailleurs vient de sortir de Dow Jones. Évidemment, ce n'est pas la raison pourquoi je l'ai acheté, mais en tout cas, c'est un conglomérat, on peut la voir comme une société holding américaine qui initialement, en fait, évidemment, était spécialisée en télécom. Donc ça, c'est un espèce de Orange américain, mais par contre, contrairement à l'Orange, elles contiennent d'autres activités, donc typiquement les activités médias et des technologies. Donc c'est un holding qui quand même a réussi de trouver une bonne synergie entre ces branches d'activité. Donc elle reste la société télécom la plus grosse au monde, mais en tous les cas, ils ont racheté par exemple Warner Media et ils ont aussi d'autres activités, typiquement dans le réseau et dans la technologie de sécurité. Donc en fait, ils ont plusieurs activités au sein de ce holding, et pourtant, même si moi je suis à la base, je ne suis pas très holding, parce que moi je préfère des sociétés qui savent se concentrer sur le cœur du métier, mais dans tous les cas,
les holdings comme AT&T, ils ont réussi effectivement de faire tourner leur business de manière efficace. Pourquoi je l'ai acheté maintenant? Parce que moi je trouve que cette société elle se trouve sur des niveaux qui sont assez intéressants. Donc, et le dividende actuel qu'ils peuvent largement payer, il est très attractif. Voilà, si on regarde le graphique long terme de l'action, de l'évolution de l'action AT&T, on voit que elle passe quand même les baisses. Bon, et évidemment, elle est sensible comme toutes les indices, en fait, toutes les actions, elle est sensible à différentes crises boursières, mais dans tous les cas, on est proche à vraiment des très bas et des supports super puissants. Donc, à 29 dollars l'action et 28,50, on a vraiment des supports de très 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 long terme depuis plusieurs années qui n'ont pas été cassés. Donc et en fait, au prix actuel, l'action AT&T elle propose un dividende de 7% et ce n'est pas le dividende qu'ils vont couper. Donc c'est vraiment quelque chose, parce que l'entreprise fonctionne bien. Donc évidemment, ce n'est pas une entreprise qui va vous faire 10 fois la mise, mais dans tous les cas, avec leurs activités actuelles, ils sont capables de payer ce dividende qui est très très généreux. Et en plus, à la position que j'ai ouverte ce mois, j'ai vendu aussi un put, en fait une option put qui va expirer début octobre, sur le strike 29. Donc je suis assez proche au marché, mais vu que 29 c'est un support assez puissant pour cette action, je ne pense pas qu'il va être franchi. Et même s'il est franchi, je devrais être exercé avec mon option pour récupérer un lot de 100 actions AT&T, ce qui n'est pas forcément un problème pour moi, honnêtement, parce que de toute façon, c'est l'action sur laquelle je suis bullish, donc je veux, même si j'augmente ma position initiale que j'ai déjà pris dans mon portefeuille, ça n'est pas un problème et c'est déjà pris en compte que si jamais je me fais exercer, dans ce cas-là, naturellement, mon exposition sur AT&T va être plus important. Donc on va jeter un œil sur les ratios, parce que ça c'est une entreprise que n'avait pas beaucoup parlé encore sur ma chaîne. Donc on voit que PE ratio 18, bon évidemment c'est pas Tesla, donc c'est pas une action chère, donc on n'est pas... Et l'action elle est valorisée à seulement un petit peu plus d'un an de son chiffre d'affaires. Donc, et les marges sont très confortables. La grosse margin, c'est la marge brute. Donc, elle est de 54%, ce qui est très très solide. Marge nette, bon, elle est un peu à la traîne, ainsi que la rentabilité. Mais encore une fois, c'est une entreprise, c'est pas une entreprise de croissance. Ils ne vendent pas des rêves, en fait. C'est pas une entreprise de folie qui va faire 400% d'ici à quelques semaines. Dans tous les cas, mon but, c'est que cette société, elle reste dans les cours actuels, soit elle fait une petite plus-value et elle continue de me verser les dividendes. Et c'est une société qui est parfaite, en tout cas selon mon opinion, elle est parfaite pour le fonds de portefeuille. En cas de grosse crise, elle va chuter, c'est sûr, mais elle ne va pas chuter aussi fort que les autres entreprises. Mais parce que déjà elle est au plus bas et déjà il n'y a pas énormément de raisons, même s'il va se faire emporter par le marché comme toutes les valeurs, il y a des chances qu'il va se faire emporter par la crise boursière un peu moins que les autres. Voilà, maintenant je passe une deuxième action que j'ai achetée ce mois-ci. C'est voilà, AlterX. Ça c'est génial parce que c'est un profil complètement différent. Donc pour ceux qui connaissent ma chaîne, ceux qui regardent régulièrement, je pense que vous n'êtes pas du tout étonné que j'ai acheté cette action ce mois-ci parce qu'elle a fait une grosse chute récemment parce qu'ils ont déçu sur leurs résultats. Mais leurs résultats quand même, ils sont sensibles au Covid parce que leurs clients c'est des entreprises. Qu'est-ce qui fait cette société déjà? Elle fait l'analyse des données dans le cloud et tout ce que on appelle data-driven decision taking. Donc, ça veut dire que c'est la prise de décision basée sur les data et c'est vraiment quelque chose de business intelligence, en fait, quelque part. Donc, c'est fait sous partie d'intelligence artificielle de traitement de grandes masses de données dans le cloud. Donc, c'est pour ça que moi, je trouve que ça fait partie absolument des technologies du futur et pour moi c'est une entreprise que moi je rêvais d'avoir dans mon portefeuille, mais par contre elle est restée hyper chère pendant tout l'été 2020, donc j'arrivais jamais à la voir et là elle a chuté très fortement. En fait je trouve que la chute elle était largement excessive par rapport aux résultats de l'entreprise. Il ne faut pas regarder les ratios parce que les ratios ne sont pas bons, mais c'est une entreprise en pleine croissance. Donc là si vous regardez le graphique avant qu'il y ait eu cette chute, vous allez voir que AlterX, c'est vraiment une entreprise où il y aura de la volatilité. Moi, je suis prêt que même si ma position baisse, ce n'est pas un problème pour moi. Mais dans tous les cas, je veux que cette entreprise soit dans mon portefeuille. Vous voyez, donc à partir de début 2020, elle ne faisait qu'augmenter. Elle est passée de 88 dollars jusqu'aux 180 presque. Donc là, vous voyez, vous avez fait plus que 2 fois la mise. Et
Et ça, c'est la chute suite au résultat. Bon, évidemment, c'est encore une fois, c'est des valeurs volatiles, donc il faut vraiment s'attendre à la volatilité. Et puis là, elle est repartie. Effectivement, j'ai acheté ici. Et encore, comme pour AT&T, j'ai vendu en put, sauf que mon put était vendu au strike de 90 $, donc je serai exercé uniquement si l'action Alteryx descendra jusqu'à 90 $ d'ici 18 septembre. Donc ça, c'est tout proche, c'est bientôt, donc il y a relativement peu de chances que je sois exercé. Et si je ne suis pas exercé, je vais garder la prime de mon option parce que j'ai vendu un lot. Là, un lot, c'est 100 actions. Donc, c'est-à-dire que la prime va me donner à peu près 200 € du cash. Donc, je trouve que c'est pas trop mal. Et au pire, je suis exercé sur une valeur qui m'intéresse de toute façon. Donc, voilà. Donc là, maintenant, j'ai une position déjà ouverte dans mon portefeuille. Et en plus, j'ai un put qui est vendu si jamais la chute continue. Dans ce cas-là, pour que je puisse soit récupérer l'argent en cash pour le premium d'option que j'ai vendu, soit pour que je vais ouvrir une position au prix qui m'intéresse dans tous les cas. Voilà, c'est la stratégie que je vais évoquer plus dans la partie qui est consacrée aux options. C'est pas encore, il n'y a pas encore ce membership que j'ai créé sur la chaîne, mais en tout cas, il y aura cette partie que je vais développer prochainement. Voilà. Voilà, donc là maintenant par rapport à ce que j'ai acheté à nouveau, et après le grand retour de Cisco, voilà. Donc ça, si vous suivez ma chaîne, vous savez que fin juillet, j'ai vendu Cisco, j'ai décidé de spéculer sur ma position long terme. Je sais que peut-être quelque part, ce n'est pas en ligne avec la stratégie globale, mais j'ai décidé que, vu que je m'attendais à une baisse des marchés, qui a eu lieu, mais sauf que n'était pas durable, et j'ai profité que la chute de l'action, j'ai eu de la chance quelque part. Donc, après que j'ai vendu, quelques jours après, Cisco a baissé de 11%, et moi j'ai racheté encore cette position avec une... Voilà, bon, j'ai spéculé. Pour être honnête, j'ai spéculé, même si ce n'est pas un portefeuille spéculatif. Moi, je trouve que Cisco, c'est la valeur la plus sensible aux tendances. Et quelque part, même si je crois à très long terme dans cette valeur, pour moi, c'est aussi une valeur de fonds de portefeuille qui délivre les dividendes. D'ailleurs, j'ai oublié de dire que AT&T, c'est un aristocrate des dividendes. Et pour moi, Cisco, c'est le futur aristocrate des dividendes. Sauf que, seule différence que Cisco, évidemment, elle est beaucoup plus jeune comme entreprise que AT&T. Mais en tout cas, leur politique de dividendes est très généreuse envers les actionnaires. Et surtout, ils augmentent leurs dividendes systématiquement. Voilà, donc ça, je pense que c'est une valeur très saine. En tout cas, donc du coup, j'ai repris cette position. Elle est un peu moins agressive que j'avais avant. Mais en tout cas, quand il y a des chutes de marché, c'est pour elle que je m'inquiète un peu plus. Parce qu'elle ne fait pas partie vraiment de la catégorie A. Elle est quelque part entre catégorie A et B. Mais en tout cas, elle est très sensible au mouvement des marchés. Voilà. Ensuite, maintenant, je vais reparler des autres positions que j'avais déjà, donc qui n'ont pas bougé. Gilead, en fait, je ne comprends pas ce qui se passe sur Gilead d'ailleurs. Vous pouvez regarder que il y a pourtant le news flow sur Gilead qui est assez intéressant. C'est une biotech qui a déjà des produits qui participent évidemment de la recherche de vaccins contre le corona, mais c'est pas pour ça que j'ai investi, parce que j'ai investi que c'est vraiment, je trouvais que le prix il était intéressant par rapport à leur ratio. Déjà le dividende à 4%, c'est rare pour les biotech, donc c'est une grosse biotech. Encore une fois, je vous répète dans toutes les vidéos que les biotech, il faut les distinguer. Il y a plusieurs catégories. Il y a celles qui sont quasi start-up, celles qui sont déjà développées plus ou moins, mais ils ont déjà 2-3 produits, mais qui sont toujours en pleine croissance. Et il y a déjà les biotech qui sont super bien implantées. Donc ce que j'appelle la catégorie B, que vous avez peut-être vu la vidéo cette semaine. Donc pour moi, Gilead, c'est typiquement une catégorie B parce que c'est une société qui pèse plus de 80 milliards de dollars en bourse. Ils ont tout en pipeline des différents produits qui fonctionnent depuis un moment. Et dans tous les cas, voilà, c'est une entreprise qui est déjà bien stable. Donc ça, même s'ils n'arrivent rien à faire pour le coronavirus, pour le vaccin, pour les médicaments contre le traitement de Covid, ça reste une entreprise intéressante à investir. Donc voilà, et en plus, ils ont quand même un news flow qui est assez intéressant. Pourtant, le marché n'aime pas cette valeur. Je n'ai pas renforcé ma position pour le moment, mais j'hésite. J'hésite honnêtement parce que moi, je trouve que c'est une valeur vraiment intéressante à investir. Donc Google, bon, là encore, elle a monté énormément ce mois-ci, comme tous les FANG. Bon, là, il ne faut pas le présenter parce qu'en fait, c'est une valeur typique de catégorie A. Crise, pas crise, je m'en fiche. J'ai eu une grande chance de l'acheter pendant la crise boursière de mars, quand on a annoncé les confinements. Tout a chuté. J'ai réussi d'en rentrer dans cette position que je vais garder, je ne sais pas quand.
peut-être beaucoup d'années encore. Et je serais content de la renforcer si les marchés baissent. Voilà. Voilà, donc Cisco, on avait parlé. Citrix, c'est pareil un petit peu, c'est aussi une histoire de confinement. C'est les connexions à distance pour les entreprises. Je la garde toujours parce qu'en fait, c'est des entreprises qui sont des rares entreprises, si jamais les marchés s'inversent, elles peuvent sortir gagnantes. Et j'ai en PNL, j'ai acheté à un très bon prix, je l'ai acheté autour de 100$, je me souviens bien. Je le garde toujours. Je pense que c'est une entreprise, si jamais, même si les choses tournent mal pendant l'hiver qui arrive, bon, il n'y arrive pas encore, mais il y arrivera. Cisco, je ne vois pas de problème avec cette société. Je dors tranquille en ayant Cisco dans le portefeuille. Voilà, CRISPR, en fait, ça c'est une technologie, en fait, c'est une biotech. Voilà, ça c'est une deuxième catégorie. Ils ont déjà des produits, mais c'est une société avec un potentiel juste gigantesque. Et je voulais juste vous montrer un film documentaire que je trouvais sur Netflix. Vous allez vite comprendre pourquoi j'ai investi actuellement dans CRISPR. C'est une société suisse d'ailleurs. Je vais vous montrer ça. Voici, c'est ça le film documentaire qui s'appelle, en anglais, il s'appelle Unnatural Selection, bon, en français. Moi, je l'ai regardé finalement en français parce que j'avais un petit peu du mal, honnêtement, avec de terminologie médicale en anglais. Donc, sélection contre naturelle. Et il parle justement de la technologie CRISPR. Donc, vous pouvez, si ça vous intéresse, vous pouvez, si vous avez Netflix, peut-être se diffuser encore ailleurs, mais vous pouvez le regarder pour comprendre vraiment de quoi s'agit-il et cette technologie d'édition du génome qui vraiment peut changer le monde. Bon, après, ça fait même peur parfois parce que ça relève des questions plutôt éthiques, en fait, parce que quelque part, vous pouvez, dans l'avenir, c'est déjà possible aujourd'hui, sauf que c'est pas banalisé, c'est que vous pouvez maintenant quasiment customiser un enfant avant qu'il naisse, en fait, en disant que moi, je veux que ce soit, elle a une telle taille, en fait, les yeux bleus, les yeux pas bleus, voilà. Donc, c'est vraiment, ça relève. En fait, il en parle dans ce film, moi, je trouve assez intéressant pour ceux qui sont un peu geeks dans les biotech. Donc ça, je trouve que vraiment, ça vaut la peine de voir si vous êtes intéressé par cette technologie. Mais en tout cas, vous allez comprendre pourquoi j'ai cette ligne dans mon portefeuille. Voilà. Voilà, maintenant, la société qui s'appelle Unicure, en fait, c'est tout autre chose. En fait, c'est encore la troisième catégorie peut-être des entreprises biotech. C'est en quasi-startup. En fait, bon, ils essayent de rentrer dans la deuxième catégorie avec leurs produits actuels. Et voilà, donc ils sont positionnés ici également sur la thérapie génétique, mais ils ont déjà des produits contre Homophilia B, voilà, c'est ça, le AMT 061. Donc après, je ne suis pas certain que si je prononce tout ça bien, mais en tout cas, j'étais particulièrement intéressé par leur branche thérapie génétique qui est en toute, on va dire, et un essai clinique, on va dire. Voilà, donc c'est plus proche aux startups que CRISPR, parce que CRISPR, ce sont déjà des produits qui sont assez bien implantés. Donc là, j'ai dit hold, mais par contre, je pense que pour CRISPR, je suis toujours à l'achat. Et là, j'ai déjà largement positif, je dois avoir plus de 40% de PNL sur cette action. Voilà, après Roche Holding, ça c'est bon, ça c'est la pharmaceutique classique. Je la garde toujours parce qu'encore une fois, la prochaine crise, hein, je ne sais pas quand qu'elle arrive. Je pense que les sociétés technologiques, les sociétés médicales et même les pharma classiques, elles vont s'en sortir mieux pendant cette crise. Voilà, donc je les garde quand même parce qu'elles me rapportent. En fait, il a un dividende généreux, ça me fait une diversification parce que je l'ai acheté en Suisse, sur un marché suisse. Donc, elle est en CHF. Et pour ça, je trouve que c'est assez intéressant de l'avoir, une petite diversification des devises. Je vais vous en parler un petit peu après, dans votre portefeuille. Et ensuite, la dernière ligne de mon portefeuille que nous allons parler aujourd'hui, c'est Uber. En fait, Uber, bon, évidemment, vous connaissez tous, mais c'est un investissement un peu à la Tesla, à la rêve. En fait, c'est une société qui ne rapporte pas de l'argent, qui est déficitaire. Bon, Tesla, elle rapporte un peu d'argent, mais dans tous les cas, ça fait partie des sociétés qui en fait, qui prétendent changer le monde, qui prétendent devenir le prochain Amazon. En fait, Uber, pour moi, il a le potentiel, avec le framework qu'il propose, de devenir un Amazon des services, parce qu'il arrive à embarquer pas mal de services sur leur plateforme, même s'ils sont déficitaires. Moi, je veux avoir à long terme cette entreprise dans mon portefeuille. Mais par contre, ma position, évidemment, c'est malheureusement que dans cette liste, vous ne voyez pas la répartition des poids. Je vais vous en parler un peu plus, peut-être. Parce que vous voyez,
Uber, par exemple, je n'ai pas beaucoup du tout. Donc Alteryx, j'ai augmenté le poids d'Alterix malgré la volatilité importante, elle est quand même assez importante. Et TNT, normal, mais je vais augmenter probablement vu que j'ai vendu le put en parallèle qui est très proche au marché. Donc j'ai une chance que ça devienne une des plus grosses positions de mon portefeuille. Donc Uber Technologies, comme je viens de vous dire, c'est une petite position. Roche Holding, c'est une société très stable, donc c'est bon. Donc c'est une exposition assez importante. Unicure, très petite exposition parce que c'est très volatile, très risqué. CRISPR, j'ai augmenté l'exposition un petit peu. Donc elle devient à peu près, elle est proche à Roche Holding aujourd'hui. Je sais que je prends un peu de risque. Bon, peut-être pas à Roche Holding, mais elle est proche à un niveau d'exposition à Alteryx. Donc c'est deux sociétés où je vois vraiment du potentiel. Mais encore une fois, il y aura de la volatilité forcément sur ces valeurs-là. Donc Citrix, oui, c'est une assez grosse exposition. Cisco, très peu, parce qu'encore une fois, pour des raisons que je viens de vous dire, c'est que moi, je pense que c'est une très bonne société, mais elle est sensible quand même aux tendances. Google, bon, j'arriverai à avoir plus, mais c'est une assez grosse position parce qu'elle a augmenté énormément, parce qu'en fait, elle me fait 34% plus. Donc, du coup, c'est la plus grosse position que j'ai actuellement. Ouais, tout à fait, c'est Google. Et Gilead, en fait, elle au contraire, elle a baissé, mais je me demande si je ne dois pas moyenner par rapport à cette valeur, parce que moi, je ne vois pas trop le problème. Pourquoi le marché n'aime pas tellement Gilead, mais bon, Gilead, je ne sais pas comment ça se lit, en fait. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, ce n'est pas une action à la mode. Et voilà, et là, dans notre partie de compartiment de mon portefeuille, c'est les ETF des bonds. En fait, j'ai investi dans les obligations américaines corporate, donc ça, c'est les obligations des entreprises, et dans les treasuries américaines, parce que ça me sert en espèce de hedge contre les baisses, parce que moi, je considère évidemment que si, comme pendant toutes les crises, s'il y aura une chute de marché, forcément, les rendements vont diminuer, tout le monde va se ruiner vers les actifs refuges. Les actifs refuges, aujourd'hui, c'est toujours... Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas être contents de l'entendre ça, mais c'est en fait aujourd'hui, peut-être ça va changer un jour, peut-être, mais aujourd'hui ça n'a pas changé, c'est le dollar américain et c'est les obligations américaines. Je sais que le dollar américain, on est en train de souffrir en bourse, j'en ai déjà beaucoup parlé sur ma chaîne, dans les vidéos hebdo, partout. Moi, je ne vois pas pourquoi ça se passe comme ça. Donc, pour l'instant, rien n'en dit qu'il y a une vraie changement de tendance, parce qu'une fois qu'on va s'approcher, on va en fait stabiliser au-dessus de niveau 1,20, forcément les Européens vont faire quelque chose, ils vont lancer la planche à billets, même si pour l'Europe c'est beaucoup plus dangereux que pour les États-Unis. Dans tous les cas, voilà, donc là je crois que s'il y a une crise, forcément tout le monde va se ruiner vers les valeurs refuges, et quasiment toutes les valeurs refuges sont nominées en dollars. Donc moi j'ai pas beaucoup d'inquiétude pour le dollar, en tout cas aujourd'hui. Même si je suis conscient de leur politique monétaire. Et d'ailleurs, mais je sais pas, j'ai pas l'impression que quand je fais des vidéos très orientées macroéconomie, je le fais généralement dans les vidéos hebdo, dans la deuxième partie, que ça vous intéresse énormément. Dites-moi ça dans les commentaires parce que je peux vous expliquer, parce que j'ai étudié pas mal le sujet, notamment cette semaine d'ailleurs et la semaine dernière. C'est vraiment l'impact de ces injections monétaires. Et là-bas, en fait, je peux vous dire que c'est pas si simple que ça. Donc, c'est pas nécessairement que ces injections monétaires vont générer de l'inflation directement. Parce qu'il y a une grosse confusion des termes en fait quelque part, parce que c'est pas exactement comme la plupart pensent, même les grands analystes qui font des beaux discours sur BFM, c'est pas toujours qu'ils savent de quoi ils parlent honnêtement, parce qu'en fait c'est lié en fait avec différentes comment ça s'appelle, masses monétaires. En fait, c'est plutôt les multiplicateurs monétaires, voilà, donc c'est les M0, M1, etc. Et donc ce principe n'est pas du tout simple. En fait, je peux vous expliquer un peu plus ça en détail si ça vous intéresse, mais en tout cas, au jour actuel, je ne vois pas, malgré le marché, malgré ce que dit le marché, je ne vois pas pourquoi le dollar est en danger. Donc, je pense que ça doit être lié à quelque chose complètement différent à ce que la plupart pensent. Voilà, donc dans tous les cas, voilà, ici je fais une grosse erreur. Je vous ai parlé de diversification des devises parce que moi, toutes ces positions sont en dollars et je suis en forte perte justement parce que, bon, forte perte relative, hein, c'est parce que surtout que à cause de taux de change. Parce qu'évidemment, mon compte est en euros et vu que j'ai investi en dollars, donc du coup, le dollar, il a beaucoup perdu. C'est pas parce que l'investissement n'était pas censé, mais c'est surtout parce que le dollar a baissé. Quoi, voilà. Donc, c'est pour ça que ça a affecté les performances. Avec ces positions, j'ai dû prendre un hedge contre le taux de change
euro-dollar pour être sûr que je ne sois pas exposé à ces mouvements des prix. Voilà, donc à la fin de cette vidéo, comme d'habitude, je vous rappelle, avant de partir, merci de me mettre un petit like, c'est gratuit ce que je fais, ce travail, c'est vraiment très transparent. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de chaînes qui vous offrent autant de transparence sur les positions exactes que les gens prennent sur leur portefeuille. En général, les gens aiment bien parler de leur réussite, de leur combien ils ont fait un gros coup en bourse. Moi, je vous parle très sincèrement dans des différents compartiments de la chaîne Mind de Cash de ce que je fais. Si je perds de l'argent, j'en parle. Si je gagne de l'argent, j'en parle aussi. Donc voilà, après je fais des conclusions et en fait ça nous fait un apprentissage, je partage l'expérience avec vous. Donc ça mérite au moins un like. Pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, évidemment, vous avez un lien en PayPal pour faire une petite donation. Et dans tous les cas, faites attention, suivez mes vidéos hebdo. C'est là où je parle de la situation macroéconomique, car tout peut changer. Vraiment, on est au plus haut historique. On est dans une situation d'un surachat énorme sur les marchés financiers. Je ne suis pas en train de vous transmettre une vision apocalyptique des marchés, même si ça peut arriver un jour. Mais dans tous les cas, vous devez être prêt quand vous investissez dans les valeurs qui sont sensibles au marché, aux grandes tendances. Vous devez faire attention et comprendre que s'il y a une baisse des marchés, toutes les valeurs que vous avez investies vont baisser. Donc, et c'est ça l'avantage d'investir parfois, de diversifier en investissant dans des petites valeurs biotech qui sont elles-mêmes très volatiles, mais dans leur volatilité personnelle, on va dire, ils oublient la bourse. Parce que si par exemple sur CRISPR, il y a une grande nouvelle qui sort en pleine crise boursière, elle va s'envoler de 80% en une seule journée, c'est possible. Tandis que c'est très peu probable, par exemple, si vous investissez dans Air Liquide, qui est en soi une très belle société, mais si le marché va chuter, malheureusement, Air Liquide va chuter également, malgré tous ces points forts, malgré toutes ces réussites opérationnelles. Voilà, c'est ça l'idée que je veux vous transmettre, que ma gestion de portefeuille personnel aujourd'hui est très actée à la crise boursière qui va arriver un jour. Je ne sais pas quand, mais je veux avoir que des portefeuilles dans lesquels je dorme tranquille voire je vais renforcer mes positions quand il y aura une nouvelle chute de bourse. Voilà, et Dieu sait quand ça va arriver. Voilà. Non, je vous souhaite tout le meilleur et Mind de Cash, à très bientôt. Bye bye.